Bonjour, bonjour à toutes et Bonjour à tous. tous. Merci d'être là pour ce webinaire consacré à la CSRD. Avant de laisser la parole à Elga, je vous propose de me présenter rapidement. Donc, je suis Gabrielle Jamboul, chargée de développement formation au centre de formation de l'agence Lucie. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, l'agence Lucie, c'est une agence de labellisation RSE. On a nos propres labels de progression RSE. L'agence a été créée en 2009. Et du coup, on a deux activités cœur, la labellisation RSE et le centre de formation. On a une communauté de 1200 engagés, aussi bien sur nos propres labels RSE que sur le label numérique responsable que l'on porte pour le compte de l'INR, l'Institut du numérique responsable. Donc ça, c'est vraiment notre première activité. Et la seconde activité, c'est la formation. Le centre de formation, finalement, il a été créé quasiment en même temps que l'agence, car on a toujours formé nos futurs labellisés à la méthodologie Lucie. Et petit à petit, on a étoffé le catalogue de formation. Et aujourd'hui, on a plus d'une cinquantaine de formations sur l'ARSE, donc aussi bien la mise en place de l'ARSE que la gouvernance et le social, la communication responsable, l'impact environnemental et le numérique responsable. Voilà pour une brève présentation et je laisse la parole à Elga. Merci beaucoup Gabrielle pour cette introduction. Euh, je vais reprendre la main effectivement sur la partie qui nous intéresse, liée les enjeux de la CSRD et du reporting de durabilité. Ça va être un webinaire où on va avoir quelques acronymes que je vais essayer de rendre pas trop barbares. Donc n'hésitez pas s'il y a des choses qui ne passent pas ou que j'oublie d'expliciter. On va essayer de garder une dizaine, quinzaine de minutes pour des questions et des réponses qui auront lieu à la fin de la présentation. Donc sur votre interface Teams, vous devez avoir un petit onglet qui s'appelle questions-réponses. N'hésitez pas à envoyer vos questions tout au long de la présentation et du webinaire. J'y répondrai à la fin, on aura un vrai temps d'échange. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, c'est parti. Donc moi, je m'appelle effectivement Elga Salé. Je travaille pour un cabinet qui s'appelle Goodwill Management, qui existe depuis 2003. On est aujourd'hui une équipe de plutôt 40-50 consultants avec des bureaux à Paris, à Nantes et un tout nouveau qui vient d'ouvrir à Lyon. Et on travaille sur les sujets de soutenabilité, de durabilité au sens large, avec des enjeux autour de la mesure d'impact, autour du conseil RSE, des enjeux plus environnementaux sur des missions de conseil liées au carbone, au climat, à l'économie circulaire, au numérique responsable, ou encore au capital immatériel. Et un élément qui peut être intéressant et qui justifie aussi l'expertise que je porte aujourd'hui, c'est qu'on appartient à une plus grosse entreprise qui s'appelle Baker Tilly, qui est un grand cabinet d'environ 2000 personnes maintenant, qui historiquement était porté sur les métiers d'expertise comptable, commissariat aux comptes. Et avec cette étiquette Baker Tilly, au sein des équipes Baker Tilly, on a des activités d'audit RSE qui sont portées. On est du coup auditeur sur sur des labels que vous connaissez bien, notamment les labels Lucie 26000, numérique responsable, mais aussi sur des activités qui sont plutôt société à mission ou des déclarations de performance extra-financière que les entreprises rendent de manière obligatoire. Moi, au sein de Goodwill, je travaille particulièrement sur les sujets liés à la responsabilité sociétale au sens large, donc tout ce qui est diagnostic, stratégie. Et dans ce cadre-là, je m'intéresse beaucoup à un certain nombre d'obligations qui vont arriver et qui arrivent progressivement pour les entreprises, notamment les obligations liées à la CSRD qui nous intéresse aujourd'hui. Donc on va voir ensemble, on va essayer de voir ensemble comment est-ce que ces nouvelles obligations viennent vraiment éclairer aujourd'hui, modifier le panorama de la RSE pour les entreprises et viennent vraiment éclairer toutes les stratégies qui vont être prises dans le futur par un certain nombre de grosses structures. Alors, je sais que vous êtes dans la communauté Lucie, donc vous connaissez un petit peu tous ces enjeux-là, un développement durable, RSE, ça n'a plus de secret pour vous. Ce que j'avais simplement envie d'expliquer pour commencer, c'était ce petit point de sémantique, de vocabulaire, puisqu'aujourd'hui, on a vraiment, on va dire, une convergence, ou en tout cas des différents périmètres qui vont être évoqués lorsqu'on parle de ce vocabulaire lié à la soutenabilité ou au développement durable. Donc, ce que je dis généralement pour aider à les décomposer, à les distinguer, c'est que sur le développement durable, on est sur ce triptyque que vous connaissez, qui est ici sous une forme qui est parfois exprimée sous une autre forme avec des ronds qui vont dans différents sens. On est plutôt sur une réflexion à l'échelle de la société. Quand on parle de RSE, ici on a repris
les questions centrales de l'ISO 26000, que vous connaissez certainement. On est vraiment à l'échelle de l'entreprise, à l'échelle de l'organisation, en tout cas de l'acteur économique. Et le terme, moi, que je vais privilégier dans ce webinaire, c'est un troisième terme, le terme d'ESG pour environnement, social, gouvernance. Et là, on va vraiment se situer à l'échelle du reporting, des informations qui vont être publiées par des entreprises qui vont du coup avoir forcément trait à la RSE, au développement durable, mais ici qu'on a choisi de regarder avec cet éclairage, informations liées à l'environnement, informations liées au social, informations liées à la gouvernance. Donc voilà, on est vraiment sur des concepts qui sont naturellement liés, on est simplement sur des périmètres distincts. Aujourd'hui, le terme que je vais privilégier, parce que je vais beaucoup parler de reporting, c'est le terme de reporting ESG ou reporting de durabilité. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de la CSRD? Qu'est-ce qui a amené la venue de ce texte à l'échelle européenne? En fait, on avait déjà un panorama qui était assez touffu, dirons-nous, sur les informations ESG qui sont publiées aujourd'hui par les entreprises, mais on a quand même des limites assez fortes qui ont été mises en valeur par le législateur européen et qui donc l'a amené à agir. Ces limites, aujourd'hui, je vous en ai mis quelques-unes. On a d'abord un enjeu de lisibilité et de fiabilité de l'information ESG qui est publiée par les entreprises. Aujourd'hui, une étude de la Commission européenne a recensé plus de 100 différentes notations ESG qui pouvaient exister à l'échelle du continent, donc des agences de notation extra-financière, des référentiels RSE qui pouvaient être utilisés, des labels. On a du coup un vrai foisonnement à l'échelle des différentes notations et des clés de lecture qui peuvent exister pour publier et pour prendre connaissance de l'information ESG. Vous doutez bien qu'avec 100 types de notation, on a des vrais soucis pour que les personnes comprennent ce dont on parle et pour qu'on puisse avoir vraiment des éléments qui soient pertinents et qui soient utilisés. Et encore plus, dans ces systèmes de notation, on avait 91% des répondants interrogés par la Commission européenne ou des professionnels de l'ESG qui estimaient qu'il pouvait exister des biais significatifs dans ces notations. Donc avec un vrai enjeu de fiabilité, d'impartialité dans les notations qui peuvent être effectuées. Une limite aussi sur la fiabilité. Je vous ai mis ici un exemple, mais il peut en exister bien d'autres. C'est un think tank qui s'appelle InfluenceMap, qui en 2022 a analysé des fonds d'investissement ESG. Donc des fonds d'investissement qui en plus avaient un éclairage qui se trouve particulièrement sur le climat. Et sur près de 600 fonds qui ont été analysés par ce think tank, ils ont trouvé qu'il y en avait plus de 400 qui en fait avaient des portfolios d'investissement qui n'étaient pas alignés avec l'accord de Paris, qui pourtant est une référence, bien sûr, sur le sujet climatique et donc aurait dû, en tout cas, guider vraiment les investissements réalisés par ces fonds. Donc, des vraies limites aujourd'hui sur l'information qui est publiée, qui est utilisée par les acteurs économiques sur les sujets ESG, qui se manifestent parfois par des scandales qui peuvent être assez dommageables pour la réputation des différentes entreprises. L'exemple qui a le plus secoué en France, et le plus récent peut-être, c'est celui d'Orpea, qui était très très bien noté sur les informations ESG qu'ils pouvaient publier, puisqu'on considérait que c'était un groupe qui agissait pour la partie sociale, sur la prise en compte des seniors, sur le bien vieillir. Donc, ils avaient des assez bonnes notes. Ils pouvaient être intégrés dans des portefeuilles d'investissement plutôt orientés social. Et quand on a eu, bien sûr, le livre Les Fossoyeurs qui est sorti, ça a fait beaucoup de bruit et ça a vraiment remis en doute la crédibilité des informations qui pouvaient être publiées par les entreprises. Et le troisième élément qui peut vraiment justifier, pousser l'intervention du législateur européen, c'est la volonté politique à l'échelle de l'Europe, puisqu'en 2019, l'Europe a pris un engagement qui s'appelle un ensemble d'engagements qui ont été regroupés dans comment est-ce qu'ils l'ont appelé ça? Le Green Deal en français, le package vert, je ne sais plus, le pacte vert, pardon, le pacte vert de 2019. Le pacte vert, c'est la volonté politique de devenir le premier continent neutre en carbone. Donc un engagement à l'échelle du continent très ciblé sur le climat. Pour atteindre cet objectif-là, c'est un objectif de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à celles de 1990. Donc on a un objectif qui est assez ambitieux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont chiffré les investissements qui seraient nécessaires pour atteindre justement cet objectif de réduction, cet objectif de neutralité carbone. Et ces investissements, ils ont été chiffrés à 260 milliards d'euros tous les ans pour réussir à
à atteindre cet objectif-là pour réussir à tenir ces engagements qui ont été pris à l'échelle de l'Europe. Donc tout ça, ce sont des éléments qui ont vraiment guidé l'intervention du législateur européen et qui l'ont amené à mettre en place un cadre réglementaire qui est assez ambitieux, qui est le plus ambitieux au monde actuellement, et qui est assez complémentaire, que moi je trouve plutôt bien pensé, pour amener les entreprises à agir de manière plus intense, plus efficace sur les sujets ESG. La logique, c'est qu'on va aller chercher les principaux acteurs économiques, notamment ceux qui ont aussi une plus grande responsabilité sur les sujets socio-environnementaux, qui sont les grandes entreprises et entreprises cotées qui sont présentes en Europe. Et on va demander à ces entreprises d'agir, bien sûr, et aussi de publier. Donc on a un enjeu d'action et un enjeu de transparence sur des indicateurs choisis. Sur la partie action, c'est un projet de directive qui s'appelle la CSDDD, pour la directive sur la due diligence, ou en tout cas le devoir de vigilance ESG des entreprises. Là, l'idée, c'est de généraliser ce qu'on a déjà en France avec le devoir de vigilance, mais d'avoir un devoir de vigilance européen pour prévenir les atteintes à l'environnement, aux droits humains sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc dire qu'on va avoir des entreprises qui vont être responsables des pratiques, des agissements de leurs sous-traitants, de leurs filiales, de leurs fournisseurs, dans une certaine mesure. Ça, c'est le premier volet, c'est l'action. Il faut mettre en place un plan d'action pour prévenir les atteintes à l'environnement, aux droits humains. Et l'autre côté, c'est un volet de transparence. Et le volet de transparence, c'est de dire qu'on a des entreprises qui vont devoir publier un reporting sur les sujets ESG, sur les sujets de durabilité. Ça, c'est encadré par le texte qui nous occupe aujourd'hui, qui est la CSRD, la directive pour le reporting de durabilité des entreprises. L'idée est que les informations qui sont publiées par les entreprises dans ce reporting de durabilité vont être utilisées par les parties prenantes, de l'entreprise. Premier groupe de parties prenantes identifiées, les utilisateurs finaux, la société civile, les consommateurs, des ONG, les pouvoirs publics, qui vont avoir besoin d'avoir des informations sur les sujets environnementaux, sociaux, etc. Et le deuxième groupe de parties prenantes qui vont utiliser ces informations, ce sont les acteurs des marchés financiers, qui s'en servent bien sûr pour prendre leurs décisions d'investissement. L'idée étant qu'ils puissent du coup avoir une information comparable pour orienter leurs investissements vers les acteurs les plus vertueux. L'idée étant que les plus vertueux seront les plus méritants et donc ceux qui vont contribuer à la transition écologique et à atteindre cet objectif, notamment de neutralité carbone. Et les acteurs des marchés financiers ont eux-mêmes un propre reporting à faire. Ce reporting est encadré par un autre texte que la CSRD, c'est un texte qui s'appelle la SFDR, pour le règlement pour la publication des informations liées à la finance durable. Et donc, ces acteurs doivent publier des informations qu'ils vont trouver, notamment dans le reporting de durabilité que vont faire les entreprises. Un dernier texte, et après, je vous promets, je me calme un petit peu avec les acronymes, c'est que pour faire dialoguer ces deux textes-là, la CSRD et la SFDR, on a un troisième texte qui existe, même un quatrième en plus de la CS3D, qui s'appelle la taxonomie verte européenne. La taxonomie verte européenne, c'est un classement, une classification qui a été effectuée à l'échelle de l'UE des activités qui sont considérées comme durables, comme soutenables sur le plan environnemental, et donc des activités qui vont contribuer à la transition écologique, à la transition environnementale. Et on demande aussi bien aux entreprises qui sont ici qu'aux acteurs des marchés financiers d'utiliser ce vocabulaire-là, d'utiliser ce référentiel-là dans le cadre de leur reporting de durabilité. Donc on a un cadre qui est assez complémentaire, qui a été pensé pour être complémentaire et pour inciter les acteurs à l'action à l'échelle de l'Union européenne. La logique, c'est vraiment de se dire qu'on est sur un exercice de transparence avec la CSRD et non pas un exercice de plan d'action, mais naturellement, on imagine qu'en forçant à être transparent, qu'en amenant la transparence, on va avoir bien sûr des entreprises qui vont de plus en plus agir sur les sujets ESG. Alors, concrètement, la CSRD, c'est un texte qui a une ambition qui est assez forte, qui peut être résumée assez simplement. C'est de dire qu'on veut avoir un reporting ESG qui soit au même niveau que le reporting financier que les entreprises font aujourd'hui.
Donc vraiment, dit comme ça, c'est simplement dire, aujourd'hui, sur le reporting financier, on a des exigences, on a des attentes, on a une standardisation, on a une lecture commune. On veut avoir ce même niveau d'exigence, ce même niveau de transparence, de comparabilité avec le reporting ESG. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on va parler de rapport de durabilité, de reporting de durabilité, reporting ESG, plutôt que de rapport extra-financier, ce qui était le cas auparavant. En France, on publiait des déclarations de performance extra-financière. Donc, c'était quelque chose qui opposait en fait la notion de performance financière, notion de performance extra-financière. Ici, on a choisi de regrouper les deux et de dire que en fait, la performance ESG va se nourrir et va nourrir la performance financière. Donc, on ne peut pas les séparer de manière très nette. Un texte qui va imposer aux moyennes grandes entreprises. Je vais revenir juste après sur le périmètre d'application, mais on est sur un périmètre élargi par rapport au texte précédent qui guidait la publication d'informations ESG. Ça va imposer à ces entreprises la publication d'un reporting qui va inclure la communication de données financières, de données ESG. La publication va avoir un format qui va être un format commun, format digital, qui va faciliter le partage et la comparaison des informations. Je vous en dirai pareil un petit peu plus tout à l'heure. Et c'est un texte en fait qui ne sort pas de nulle part, puisqu'il vient prolonger et remplacer un texte qui existait précédemment à l'échelle de l'Union européenne, qui s'appelait la NFRD, pour la directive de reporting extra-financier, le reporting non financier, qui en fait encadre les obligations de reporting en Europe depuis 2014. Donc voilà, pour résumer, en Europe, on oblige un certain nombre d'entreprises à publier des informations sur les sujets ESG depuis 2014, avec des transpositions qui ont été faites dans les droits nationaux, des applications différentes selon les pays. Aujourd'hui, on a un texte qui vient remplacer cette précédente obligation, qui vient l'élargir, qui vient l'approfondir et qui vient la préciser. C'est un texte qui a mis pas mal de temps pour être construit. On a des prémices qui remontent jusqu'à 2019 et il est encore en construction puisqu'on a des textes qui vont être attendus sur les prochaines années. La prise est assez complète. Ce que je peux peut-être vous dire, c'est que lorsqu'on parle de la CSRD, généralement on distingue deux éléments. On distingue la directive en elle-même, donc qui est un texte légal qui est publié au journal officiel de l'Union européenne, qui a été publié en décembre 2022. Donc on a une directive qui, à l'échelle de l'Europe, est publiée depuis décembre. Ceux qui ont fait un petit peu de droit européen ou qui ont un petit peu de notion savent qu'une directive, elle ne s'applique pas dès sa publication à l'ensemble des pays, à l'ensemble des acteurs économiques. En fait, elle va être transposée dans les droits nationaux des États membres avant d'être effective, avant d'être effectivement appliquée à l'échelle nationale. Donc, adoption à l'échelle de l'UE en décembre, et les États membres vont petit à petit la transposer dans leurs droits nationaux. En France, l'adoption et la transposition est prévue pour le 8 décembre 2023 maximum. Et les autres pays vont suivre. Donc ça, c'était un premier élément à vous donner. On est sur la directive en elle-même. La directive, en fait, va vraiment donner l'objectif, le périmètre d'application, les grandes lignes. C'est elle qui va dire, maintenant, on attend un reporting de durabilité de la part de telles entreprises à telle fréquence qui va se manifester de telle manière. Et en fait, pour aller plus loin et pour avoir vraiment un langage commun sur les sujets ESG, on a aussi des standards, des normes qui ont été publiées. Ces standards, eux, vont vraiment rentrer dans le détail et dire, voilà, sur la partie environnement, sur la partie climat, nous attendons des détails sur la stratégie bas carbone, on attend la publication de toutes les informations liées aux émissions de gaz à effet de serre, etc., etc. Donc la directive donne vraiment le cadre et les standards vont donner le détail des informations attendues. Et sur ces standards-là, quand on va beaucoup plus dans le détail, on a eu beaucoup plus de phases de consultation, d'ajustement au cours des mois et des années qui se sont écoulés. On a aujourd'hui un premier lot de standards qui ont été publiés par la Commission européenne en juin.
Donc, on est aujourd'hui sur une version définitive de ces standards-là qui vont être appliqués à l'échelle de l'Union européenne à partir de janvier. Mais on va avoir d'autres standards qui vont être des standards sectoriels qui vont venir compléter, approfondir l'information à partir de 2024. Voilà, on a quelques éléments ici. Si vous avez envie d'avoir plus de détails, n'hésitez pas à poser des questions. Mais je ne vais pas aller plus loin sur cette partie-là parce qu'on rentre vite dans des détails qui ne sont pas spécialement utiles et pas très opérationnels. Par contre, ce qui est opérationnel, c'est quelles sont les entreprises qui sont concernées par la CSRD. Le parti pris qui a été choisi à l'échelle de l'Europe, c'est d'avoir une application graduelle, une augmentation progressive du champ d'application de la CSRD, avec des premières entreprises concernées à partir de l'exercice 2024 de reporting et dernières entreprises concernées à partir de l'exercice 2028. Les premières qui vont être concernées, ce sont en fait les entreprises qui étaient déjà dans le périmètre de la NFRD, qui devaient déjà publier à l'échelle de l'Union européenne des informations ESG. Donc ce sont les entités d'intérêt public de plus de 500 salariés en moyenne sur l'exercice, 20 millions d'euros de total bilan ou 40 millions de chiffre d'affaires hors taxes. Entités d'intérêt public, globalement, on a 3 types d'entreprises qui rentrent là-dedans. Ce sont les sociétés cotées sur un marché réglementé européen, les établissements de crédit, donc les banques, et les sociétés d'assurance. Donc on est quand même sur un périmètre assez restreint à l'échelle de l'Europe. Ça représentait environ 10 000 entreprises. Et petit à petit, on a des entreprises qui vont rejoindre ce champ d'application, qui vont être concernées petit à petit par la CSRD. Les premiers nouveaux entrants, c'est dès l'exercice 2025, avec toutes les entreprises européennes qui vont dépasser 2 des 3 seuils suivants. 250 collaborateurs en moyenne sur l'exercice, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, 20 millions d'euros de total bilan. Donc on a vraiment toutes les entreprises qui dépassaient 500 salariés qui n'étaient pas des entités d'intérêt public qui deviennent concernées, et en plus toutes celles qui étaient un petit peu entités d'intérêt public mais qui avaient entre 250 et 500 collaborateurs. Deuxième entrant, ce sont les PME qui sont cotées sur un marché réglementé européen, exception faite des micro-entreprises. Donc, généralement, micro-entreprises, on simplifie en disant que ce sont les sociétés de moins de 10 salariés. Donc là, à partir de 11 salariés, dès qu'on rentre dans la définition d'une petite, d'une moyenne entreprise, on est concerné par cette nouvelle obligation. Toutes les PME qui sont cotées sont concernées par cette obligation. Cependant, il y a une possibilité qui leur est laissée, c'est de différer ce reporting, qui normalement doit avoir lieu à partir de 2026, pendant 3 ans, avec un standard qui sera allégé par rapport au standard complet. Et le dernier groupe qui va être concerné, c'est à partir de l'exercice 2028, ce sont les entreprises non européennes. Jusqu'ici, on était bien sur des entreprises européennes. Ce sont les entreprises non européennes qui vont générer un chiffre d'affaires de plus de 150 millions d'euros dans l'Union européenne pendant 2 années consécutives et qui ont au moins une succursale, une filiale européenne qui génère un chiffre d'affaires de plus de 40 millions d'euros. Et en fait, ces entreprises-là vont devoir reporter à l'échelle du groupe, qui sera un groupe du coup non européen. Donc elles devront reporter sur leurs activités en Europe, mais aussi leurs activités en dehors de l'Europe. C'est ce que vous avez ici. Le référentiel qui sera attendu pour le reporting. Pour ces 2 premiers groupes, ce sont les standards dont je vous ai parlé auparavant. Pour les PME cotées, on a cette possibilité d'avoir des normes simplifiées. Et pour les entreprises non européennes, les standards ou alors des standards qui sont jugés comme équivalents. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ce sera décidé par la Commission européenne. Pour l'instant, on n'a aucun standard international qui rentre dans cette définition de standard équivalent. Et au niveau du reporting, à chaque fois, il faut se dire qu'on est bien au niveau de la société mère européenne qui va consolider l'information. À nouveau, la logique, on veut mettre le reporting ESG au même niveau que l'information financière. Donc de la même manière qu'aujourd'hui, on a des groupes qui publient des comptes consolidés, on attendra demain un rapport de durabilité consolidé. Le champ d'application de la CSRD, il a été estimé par la Commission européenne à 50 000 entreprises.
Donc, on a vraiment environ 40 000 entreprises qui vont être concernées à un moment ou un autre par ces nouvelles obligations de reporting. Alors, je vous ai parlé un petit peu de ces standards. Globalement, où est-ce qu'on trouve l'information précise qu'on attend dans le rapport de durabilité? Eh bien, on les trouve dans les ESRS, pour les standards de reporting de durabilité européens, qui vont être publiés petit à petit et qui vont vraiment définir les sujets principaux sur lesquels les entreprises devront reporter. Aujourd'hui, on a un premier jeu de SRS qui a été publié cet été, celui dont je vous parlais, qui est un jeu qui est non sectoriel, qui s'applique à l'ensemble des entreprises, peu importe leur secteur d'activité. Donc, elles sont valables pour tout le monde. On a, dans ce premier jeu, 12 standards. On en a 2 qui sont en haut, qui sont vraiment des standards transverses, qui vont donner les principes généraux du reporting, qui vont donner des informations sur ce qui est attendu, sur le modèle d'affaires de l'entreprise, sur la composition de sa gouvernance, sur la manière qu'elle a d'analyser ses risques, par exemple. Donc ça, on est sur de l'information transverse. Et ensuite, on a 10 standards qui sont des standards thématiques, qui sont répartis selon nos 3 piliers, environnement, social, gouvernance. Dans la partie environnement, on a tous les enjeux liés au changement climatique, atténuation, adaptation, énergie. La partie pollution, pollution de l'air, des sols, des eaux. Ressources aquatiques et marines. La biodiversité et les écosystèmes, avec les enjeux de pression, les enjeux de dépendance. Et l'utilisation des ressources, l'économie circulaire, c'est notamment là qu'on va retrouver toute la partie sur la gestion des déchets. Sur la partie sociale, le choix qui a été fait, c'est d'avoir une réflexion plutôt par partie prenante, avec un premier standard qui va vraiment venir demander des informations sur les effectifs de l'entreprise, donc les travailleurs au sein de l'entreprise, les salariés. Un deuxième standard qui va venir chercher des informations sur les travailleurs au sein de la chaîne de valeur, notamment fournisseurs, sous-traitants. Un troisième standard sur les communautés affectées. Là, on est plutôt sur la partie implantation locale, les riverains, les populations qui peuvent être affectées par les usines qui sont implantées ou autres. Et un quatrième standard sur les consommateurs utilisateurs finaux, qui vont être les destinataires des produits et des services commercialisés par l'entreprise. Et enfin, sur la partie gouvernance, on a un unique standard qui porte sur vraiment la conduite des affaires. On est vraiment ici sur un enjeu d'éthique, de lutte contre la corruption, par exemple, de bonnes pratiques de paiement, de protection des lanceurs d'alerte, ce genre de choses, pratiques responsables de lobbying, etc. 12 standards, dont 10 thématiques, qui viennent vraiment rentrer dans cette grille de lecture ESG, qui je pense va vraiment devenir dominante à l'échelle du reporting qui est fait en Europe. Et dans ces standards, on a des indicateurs qui sont décrits, on a des informations qui sont attendues. Ça, c'est ce que j'ai mis ici, ce sont les DR. DR, c'est pour Disclosure Requirement, exigence de publication. Et donc, un DR, en gros, c'est un groupe d'informations quantitatives, qualitatives, qui va être attendu. Donc, ce que ça dit concrètement, c'est que sur le changement climatique, on attend d'informations sur 9 principaux enjeux, 9 principaux sujets, etc., etc. Voilà pour cette partie-là. Concrètement, comment est-ce que ça se présente, hein, ces standards-là? C'est un gros PDF qui fait 280 pages, où vous avez à la suite le standard E1 sur le changement climatique avec toutes les informations qui sont attendues, puis le standard E2, E3, etc., etc. Donc c'est à lire, c'est assez compliqué, c'est assez chronophage en tout cas, mais c'est plutôt bien structuré, je trouve. Et moi, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est vraiment cette grille de lecture qui vient, à mon avis, nous poser un nouveau cadre de réflexion dans aujourd'hui ce qui vont être les futures stratégies RSE des organisations. Et la CSRD vient aussi impacter, c'est la manière dont les entreprises vont choisir les sujets ESG sur lesquels elles devront reporter. Parce qu'effectivement, là, vous avez vu qu'il y a plein d'informations qui sont attendues. Pour autant, tout ne va pas être aussi important pour tout le monde.
Jusqu'ici, les entreprises avaient plutôt un exercice d'analyse des risques à faire, un exercice d'analyse de la matérialité, de la pertinence des sujets qui étaient réalisés. On n'était pas extrêmement cadré. On n'avait pas d'accord à l'échelle européenne sur ce que ça voulait dire, comment est-ce qu'on choisissait les sujets qui étaient les plus pertinents et donc les sujets sur lesquels on attendait de l'information. La CSRD vient éclairer ce choix-là, puisqu'elle dit qu'en fait, un enjeu ESG va être matériel, va être donc pertinent, donc l'entreprise devra reporter dessus, si cet enjeu rentre dans l'un des deux cas suivants. Premier cas, c'est un enjeu qui représente un risque ou une opportunité significative sur la performance financière de l'entreprise. On dit dans ce cas-là que cet enjeu est matériel sur le plan financier, ce que vous avez sur la gauche. Et le deuxième cas, dans lequel un enjeu sera jugé significatif, sera jugé matériel, c'est si c'est un enjeu sur lequel l'entreprise a un impact négatif, positif, potentiel, avéré, qui est jugé significatif. Donc on a vraiment cette double grille de lecture sur la dépendance entre une entreprise ou un acteur économique et les facteurs de durabilité. Pour vous donner un exemple, si on prend par exemple la SNCF, donc on est sur de la mobilité par train, si on regarde le lien entre la SNCF et un des facteurs de durabilité, qui ici sera le changement climatique, sur la partie matérialité financière, on peut peut-être dire qu'il y a un risque pour les infrastructures qui sont gérées par la SNCF avec le réchauffement climatique. C'est un risque sur la performance, le déformement des rails, etc. D'un autre côté, peut-être que ce changement climatique peut représenter une opportunité financière, puisqu'on va avoir de plus en plus de personnes qui vont être en attente de moyens de transport bas carbone. Donc ça peut représenter un gain de chiffre d'affaires, un marché pour cette entreprise. Et sur l'autre partie, la manière dont l'entreprise va impacter le changement climatique, ça va être, il se trouve là, la quantité d'émissions de gaz à effet de serre qu'elle va émettre. Et donc sa contribution au changement climatique. La logique, c'est que cette nouvelle grille de lecture de double matérialité va être un vrai outil, elle va être la vraie pierre angulaire en fait, de ce reporting de durabilité, puisque les entreprises devront reporter sur les sujets qui sont jugés matériels. Autre élément que la CSRD va venir aussi chambouler, eh bien, ce sont les données et les outils de durabilité qui sont aujourd'hui utilisés par les entreprises. Ce que vous avez sur la gauche, ce sont quelques exemples d'indicateurs qui sont dans les ESRS, qui sont dans les standards, et qui seront demain attendus dans le rapport de durabilité. Des éléments qui seront attendus de la part de toutes les entreprises qui ont jugé que ces sujets-là étaient matériels. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a en fait des données qui sont assez hétérogènes. On retrouve aussi bien des attentes sur les émissions brutes de gaz à effet de serre, scope 1, 2, 3, la consommation d'énergie par source, le montant monétaire des actifs qui vont présenter un risque physique important. Risque physique, c'est avec le changement climatique, on a des actifs qui sont vulnérables parce qu'ils sont sur zone inondable, parce qu'ils sont sur une zone qui va vraiment induire une défaillance technique dans l'actif. La quantité d'eau consommée, etc., etc. Des enjeux, des données qui vont porter sur la partie plutôt sociale, par exemple le nombre moyen d'heures de formation par personne, par catégorie d'employés, par genre. Des enjeux sur la gouvernance, la part des femmes dans les membres des organes d'administration, la valeur des contributions financières qui sont versées par l'entreprise, ou encore le délai de paiement des factures. Donc on a un ensemble de données qui est très large, qui va être attendu de la part des entreprises, qui nécessite tout de même des connaissances assez spécifiques, hein, parce que trouver, par exemple, le montant monétaire des actifs qui présentent un risque physique, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça, qui nécessite d'aller dialoguer avec les parties prenantes de l'entreprise, d'aller chercher des informations aussi bien auprès des achats, aussi bien du côté de la gestion du parc immobilier, du côté de la gouvernance, du côté des RH. Et donc, on va avoir besoin de mobiliser des différentes fonctions. Et pour collecter, pour réussir à consolider ces informations-là, bien sûr, on va avoir besoin d'outils qui vont permettre de se mettre d'accord sur les définitions, les modes de calcul des indicateurs, sur la manière dont on va
venir agréger tous ces éléments-là. Et ça, pour avoir vu un petit peu le côté audit, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez compliqué, et c'est un vrai enjeu pour les entreprises qui publient une déclaration de performance extra-financière, puisque souvent, on va avoir en fait des différences dans les manières de calculer les données, l'effectif parfois, entre une filiale et une autre. Tiens, est-ce qu'on compte en ETP ou est-ce qu'on compte en personnes? Est-ce qu'on compte plutôt en moyenne sur l'exercice ou est-ce qu'on compte le nombre de personnes au 31 décembre? Donc tout ça, ça va vraiment venir standardiser et ça va venir pousser les entreprises à avoir des mêmes définitions, à avoir quelque chose d'harmonisé à l'échelle du groupe. Les derniers éléments sur les données, c'est que dans les informations qui seront attendues dans le reporting de durabilité, on a notamment des objectifs. Quels sont vos objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à court, moyen, long terme? Comment est-ce que vous jugez que votre stratégie d'entreprise est compatible avec les accords de Paris? Eh bien ça, on voit bien que ce ne sont pas des informations, des données qui peuvent être produites par une personne qui est toute seule dans l'entreprise, mais ce sont des vraies informations avec une portée stratégique qui ont donc besoin de remonter à l'échelle de la gouvernance. Je continue sur ce que la CSRD va changer en matière de reporting de durabilité. Bien, ce que ça va changer, c'est qu'on va avoir vraiment des instructions de publication qui vont permettre la comparaison de l'information pour les investisseurs, pour les parties prenantes des entreprises. Puisqu'en fait, le rapport de durabilité sera intégré au rapport de gestion, donc qui est le rapport que les entreprises publient tous les ans, avec des attentes sur une publication sous un format électronique, qui sera un format électronique unique à l'échelle de l'Europe, qui permettra la comparaison, et un balisage des informations de durabilité. Concrètement, ça veut dire qu'on aura un portail qui aujourd'hui s'appelle l'ESAP, pour le point d'accès unique européen, dans lequel on pourra retrouver toutes les informations de durabilité qui sont produites par l'ensemble des entreprises dans le périmètre de la CSRD. Et le balisage, ça veut dire que si on cherche une information précise, par exemple les émissions de gaz à effet de serre scope 1, on devra pouvoir cliquer sur ce tag et avoir donc accès à l'ensemble des informations publiées par les entreprises. Alors qu'aujourd'hui, lorsqu'on a envie d'avoir cette information-là, il faut qu'on aille regarder dans des PDF, il faut qu'on aille regarder sur les sites internet des entreprises. Donc c'est quelque chose d'assez chronophage et qui ne facilite vraiment pas la comparaison. Et la CSRD implique aussi, et ce qu'elle va demander, c'est une implication plus forte des organes de gouvernance. À nouveau, même logique, on veut que l'implication des organes de gouvernance soit la même sur l'information de durabilité qu'elle l'est actuellement sur les informations financières. Donc en fait, on va dire aux organes d'administration, de surveillance, de direction, qu'ils sont aujourd'hui, qu'ils seront demain plutôt, responsables de la bonne publication des informations de durabilité, du rapport de durabilité, de la même manière qu'ils sont aujourd'hui responsables de la publication du rapport de gestion. Et vraiment sur cette logique-là qui va nous guider. Et ce que ça implique, dans ce cas-là, c'est qu'il faut mettre en place un contrôle de bonne qualité, un contrôle interne, pour s'assurer que la donnée qui est publiée est une donnée qui est cohérente, une donnée qui est fiable, une donnée qui est crédible. Parce que si l'information qui est publiée n'est pas cohérente, de la même aujourd'hui, quand on publie de l'information financière erronée, il y a des sanctions, et bien demain ce sera la même chose, ce sera la même logique. L'autre outil qui est proposé il va être mobilisé pour s'assurer de la fiabilité des informations, c'est le contrôle de l'information par un tiers externe, puisqu'en fait, la CSRD va venir imposer la vérification du rapport de durabilité par un auditeur qui va être chargé de regarder si toutes les informations attendues y figurent bien et si ces informations sont fiables, sont sincères. Voilà, pour récapituler, aujourd'hui, en termes de périmètre de reporting qui sera attendu, on a donc 3 sujets. Les sujets environnement, social, gouvernance, qui reprennent exactement les standards que je vous ai présentés. Sur ces sujets-là, on attendra 4 dimensions de reporting. Expliquer ce qui est fait aujourd'hui pour gouverner, pour piloter ces sujets ESG. Quelle est la stratégie qui est mise en place à l'échelle de l'entreprise? Comment est-ce que les impacts, risques, opportunités liés à ces sujets sont gérés par l'entreprise? Et enfin, des indicateurs, des objectifs.
L'information sera aussi attendue à 3 niveaux. On aura un niveau qu'on a appelé secteur agnostique, qui en fait est l'information contenue dans les 10 normes que je vous ai présentées, hein, des informations qui s'appliquent à toutes les entreprises. Ensuite, l'entreprise pourra publier de l'information liée à son secteur d'activité, puisqu'on va avoir des standards qui seront secteur par secteur, des standards sectoriels. Et enfin, naturellement, l'entreprise est toujours libre, toujours invitée, encouragée même, à publier des informations qui sont spécifiques à son activité, à son histoire. Et tous ces éléments-là devront être évalués en double matérialité, matérialité financière et matérialité d'impact. Une fois que je vous ai dit tout ça, je pense que vous avez un bon aperçu de ce que la CSRD va venir changer. Ça va venir vraiment redéfinir le processus RSE, je pense, de pas mal d'entreprises. Ça va venir redéfinir la manière dont on structure une stratégie, dont on publie l'information, la manière dont l'information est produite en interne avec une implication accrue des organes de gouvernance. Bien maintenant, ce que j'ai envie, enfin moi, ce que je défends à titre personnel et ce que j'ai envie aussi de vous faire passer aujourd'hui, c'est la manière dont ce texte-là peut aussi se transformer en opportunité de pilotage stratégique. La manière dont ce texte-là, cette obligation de reporting, va vraiment venir changer la donne pour avoir une action qui a du sens de la part des entreprises. Je parle à des personnes qui sont déjà engagées en matière de RSE. Je sais très bien que si vous êtes dans la communauté Lucie, c'est que vous êtes aussi sensible à ce sujet-là, c'est que vous ne partez certainement pas de rien. Moi, les quelques étapes que je vous conseille pour petit à petit vous saisir de ce sujet-là, c'est d'abord, bien sûr, de commencer par déterminer si vous êtes concerné, si vous êtes inclus dans le périmètre de la CSRD, si oui, quand, de quelle manière. Est-ce que c'est parce que vous êtes une filiale et donc que votre société mère, qui elle rentre dans cette obligation, va vous demander de l'information? Est-ce que c'est parce que vous avez des partenaires, des clients qui vont peut-être vous demander de l'information, qui vont attendre de vous de la transparence sur certains sujets? Donc voilà, d'avoir déjà quelque chose sur quel est l'horizon temporel à l'échelle de votre structure. Deuxième élément, faire le point sur ce que vous mettez en place aujourd'hui, sur les processus qui sont mis en place aujourd'hui à l'échelle de votre structure, sur les sujets ESG et les éventuels liens qui peuvent exister avec le reporting financier. Est-ce qu'il y a déjà un contrôle interne de l'information? Qu'est-ce qu'on remonte en termes d'indicateurs? Quelles politiques existent actuellement au sein de notre structure? Est-ce que ces politiques peuvent se retrouver un petit peu par rapport à cette nouvelle grille de lecture ESG qu'on nous propose? Ensuite, conduire une analyse de double matérialité pour savoir les éléments sur lesquels un reporting sera attendu par vous, par vos partenaires, par vos clients, par votre société mère. L'analyse de double matérialité, c'est prendre la liste des enjeux qui sont listés dans les ESRS et s'interroger sur ce que ces enjeux-là peuvent représenter en termes d'impact de l'entreprise sur les facteurs de durabilité et en termes de risques et d'opportunités des facteurs de durabilité pour votre entreprise. Une fois que vous avez votre analyse, vous savez sur quel sujet il est attendu que vous reportiez, il est attendu que vous publiez des informations. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez regarder au niveau des indicateurs, les indicateurs qui sont compris dans les standards et ceux sur lesquels vous publiez aujourd'hui déjà de l'information. Donc vraiment de dire voilà ce qui est attendu demain, voilà ce que moi j'ai à disposition aujourd'hui. Et donc voilà l'écart entre les deux. Et cet écart, c'est là-dessus qu'il va falloir que je travaille. Et après, bien sûr, structurer, renforcer le système de reporting. L'enjeu, c'est vraiment l'interconnectivité des données parce qu'on peut assez vite rentrer dans une usine à gaz si on n'a pas des outils qui se mettent à jour automatiquement. Aujourd'hui, on sait que la majorité des entreprises travaillent encore beaucoup avec Excel. Demain, je ne sais pas si ce sera encore possible avec le besoin d'actualisation, le besoin de fiabilisation, de suivi qui va être amené par la CSRD. Donc, interconnectivité, fiabilité, contrôle de l'information. Et moi, ce que j'ai envie de souligner, c'est que pour les entreprises qui sont vraiment engagées actuellement à RSE, on a une avance qui est assez considérable par rapport aux entreprises qui découvrent complètement ces sujets. Parce qu'on a déjà souvent des gouvernances qui sont sensibilisées, qui sont prêtes à se saisir de ces sujets-là, qui sont prêtes à agir là-dessus.
On a déjà des indicateurs qui sont mis en place, on a déjà des processus qui sont mis en place, on a déjà des stratégies, des politiques. Et vraiment, c'est là-dessus qu'il faudra s'appuyer pour bien mobiliser cette obligation et réussir à en faire une véritable opportunité. Voilà, j'espère avoir été claire. Ce que je vous propose, c'est d'avoir peut-être une petite quinzaine de minutes de questions et réponses. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelques questions qui étaient arrivées pendant ma présentation. Oui, on te demande notamment de revenir sur si les PME non cotées, pardon, et les établissements publics, est-ce qu'ils vont être soumis à la CSRD? Alors, sur le champ d'application, il y a une précaution qu'il faut garder en tête, qui est qu'aujourd'hui, on a le texte européen et on attend la transposition dans le droit français pour avoir le champ d'application définitif. Donc, pour l'instant, je vais vous donner la réponse à l'échelle de l'Europe et les premiers éléments sur la transposition auxquels j'ai pu avoir accès, mais on attend le 8 décembre pour avoir la version définitive. Donc, pour l'instant, la France n'a pas choisi de surtransposer, c'est-à-dire d'être encore plus exigeante que ce que demande la directive. Donc, pour l'instant, la France ne demande pas aux PME hors PME cotées d'être inclus dans cette directive. C'est pas prévu. Et les établissements publics ne sont pas, pour l'instant, soumis de la même manière à cette directive. La logique est la même, volonté de ne pas surtransposer par rapport à ce qui a été demandé à l'échelle européenne. La grille de lecture, c'est vraiment de se dire que les entreprises qui sont concernées par cette directive-là sont les entreprises qui sont incluses dans la directive comptable qui est aujourd'hui utilisée. Donc, en fait, on n'est pas sur les établissements publics, notamment. Ok, merci. On a Anne-Laurence qui nous demande si les entreprises qui sont moins matures en RSE, mais qui vont être impactées directement ou indirectement, qu'est-ce que tu conseilles dans la structuration de la démarche RSE, de les emmener tout de suite sur la double matérialité ou alors de choisir le reporting avec des indicateurs clés dans un premier temps? C'est une bonne question. Moi, je pense que si vous êtes concerné indirectement, la première étape sera peut-être d'engager le dialogue avec la partie prenante par laquelle vous allez être concerné. Donc, si c'est un gros client, par exemple, qui va vous demander de l'information, eh bien, d'aller discuter avec lui pour expliquer que vous avez bien conscience de ces nouvelles obligations-là, que lui, ça va lui demander, ça va l'amener à vous demander des informations, et donc avoir de sa part des instructions sur les informations qu'il va attendre. Je pense que ça, ce serait peut-être la première étape si vous êtes indirectement concerné. Si vous êtes directement concerné, que vous êtes moins mature, je vous conseille de commencer par la partie analyse de matérialité, parce qu'en fait, c'est ça qui va vraiment vous guider sur les indicateurs qui seront attendus. Et donc, ce serait peut-être dommage de lancer tout un chantier de structuration d'indicateurs, de structuration de systèmes de reporting, qui sera finalement soit incomplet, soit trop ambitieux, parce que vous n'êtes pas passé par cette première étape. Donc moi, je conseille effectivement l'analyse de matérialité. Ok. Marie-Josée demande, nous sommes une assurance régie par le Code de la sécurité sociale. Celui-ci sera donc mis à jour. Oui, tout à fait. Ça, c'est le gros chantier de la transposition. Donc j'avoue que pour l'instant, je ne vais pas pouvoir aller dans les détails parce que déjà, je ne les ai pas nécessairement et en plus parce que ce n'est pas encore arrêté. Mais il y a quand même cette volonté à l'échelle de la France d'avoir une harmonisation par rapport aux obligations qui pèsent déjà sur les entreprises, notamment en termes de dialogue social, notamment l'obligation de publier un bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit cohérent et des textes qui sont mis à jour. Donc normalement, tout à fait, on va avoir une mise à jour des textes pertinents. Ok. On te demande si tu penses que les PME vont être impactées, les PME sous-traitantes de grosses structures, si elles vont être impactées. Moi, j'en suis absolument convaincue. J'en suis absolument convaincue. Euh, Après, il faudra voir de quelle manière et comment est-ce que ça va se manifester concrètement. Euh, mais c'est un peu ce que je disais. S'il y a un gros client dans votre portefeuille avec qui vous avez une relation assez étroite, il est extrêmement probable que celui-ci vienne vers vous pour vous demander des informations précises, certains indicateurs. Euh,
ce que je peux peut-être vous dire, c'est que de notre côté, on a mené une enquête auprès d'un panel d'entreprises pour savoir un peu ce qu'elles attendaient de la CSRD et ce qu'elles pensaient que ça allait changer pour elles. Et ce qu'on a vu parmi les résultats, on voit qu'il y a que pour les entreprises qui ne sont pas éligibles, donc celles qui ne sont pas directement concernées, il y en a la moitié à peu près qui s'attendent à ce que la CSRD les amène à mettre en place une stratégie ESG, une stratégie RSE. Donc je pense que le niveau d'attente du coup de la part des clients, en tout cas, le niveau d'attente va varier selon les grosses entreprises qui vont elles-mêmes être directement impactées. Mais je pense qu'il est évident qu'on va avoir un effet de ricochet sur les plus petites structures. Après, tout l'enjeu pour moi, ce serait d'avoir un bon niveau d'attente de la part des PME, de la part des plus petites structures qui n'ont pas nécessairement les moyens de mettre en place un énorme attirail de reporting, de mettre en place des politiques aussi conséquentes que ce que peuvent se permettre des plus grosses structures. Est-ce que tu pourras mettre le lien de cette enquête? Elle sortira le 13 novembre. Donc, tout à fait, vous pouvez tout à fait suivre. Je vous conseille de regarder les publications de Goodwill Management sur LinkedIn. Elle sortira le 13 novembre et là, je suis en plein dans la mise en forme du livrable. Je ne peux pas encore vous le partager. Même pas en avant-première. Bon, tant pis. On sera là du coup le 13 novembre. Que conseillez-vous alors aux PME qui n'ont pas forcément les ressources internes pour répondre à de telles attentes de reporting? Par où commencer? Je pense le dialogue avec vos parties prenantes. Je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est effectivement, je pense, engager un dialogue, comme ce que vous faites dans les stratégies RSE, de manière générale, embarquer son écosystème. À mon avis, là, c'est ouvrir la discussion sur ce sujet-là. Avoir aussi une politique de transparence en disant, voilà, est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous attendrez? Et voilà, nous, les ressources qu'on pourra mettre, du coup, pour vous fournir ces informations-là, pour vous fournir ces sujets-là. Bien sûr, travailler en bonne intelligence avec vos partenaires, avec vos clients. Moi, c'est vraiment par là que je commencerai. Ok. Oui, la présentation va vous être envoyée, enfin le support du webinaire va vous être envoyé, ainsi que le lien vers le replay pour ceux qui ont manqué le début ou qui ne seront pas jusqu'au bout du webinaire. Et on vous transmettra également le programme de formation que Elia anime, ainsi que les prochaines dates de session. Tout à fait. Et je vois ici une question qui était au début sur la traduction en français des ESRS. On a une traduction qui est déjà disponible, qui pour l'instant, pour moi, comporte quelques éléments un peu étonnants. En fait, il y a quelques approximations, quelques éléments qui me dérangent un petit peu. Donc pour l'instant, moi, je travaille encore de préférence avec la version anglaise, mais tout à fait, on a la version française qui est prévue. On pourra vous l'envoyer en même temps d'ailleurs que la présentation, je pense. Comme ça, vous les aurez à disposition. Et sinon, sur les standards et la directive, vous les trouvez sur le site de la Commission européenne ou sur le site de l'EFRAG qui a été cité. L'EFRAG, c'est l'organisme consultatif de la Commission européenne sur tout ce qui est reporting financier de durabilité. Donc, vous les trouvez aussi sur leur site. Mais voilà, quitte à choisir, autant aller directement sur la source européenne. J'ai vu qu'il y avait eu une autre question. J'ai cru comprendre qu'il y aura une phase 3 de transition pour certains types d'informations non disponibles par l'entreprise, permettant à l'entreprise de se mettre en conformité sur les informations de la chaîne de valeur. Vous avez tout à fait raison. Alors, je ne suis pas allée dans ce niveau de détail-là, puisque pour moi, ça rentre vraiment dans la partie indicateurs qui seront attendus. Mais effectivement, je vous ai dit que les standards avaient été rédigés, consultés, modifiés, reconsultés, remodifiés. Donc, une des dernières modifications qui a été apportée aux standards, c'est de prévoir des mesures de ce qu'ils ont appelé phase-in, donc de transition, sur certains indicateurs qui ont été jugés plus complexes à collecter. Et donc, sur certains indicateurs, on a effectivement la possibilité de différer la publication sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, notamment sur les plus petites structures qui, ici, ont été définies comme les structures de moins de 750 salariés. Donc, pour certaines, on a vraiment la possibilité de publier un peu par la suite. C'est par exemple sur les émissions Scope 3 de gaz à effet de serre.
ça, il y a une possibilité de différer la publication sur un an. Mais voilà, on est vraiment sur des informations assez ciblées sur les différents standards que vous pouvez aller regarder. Ça, c'est plutôt bien. Dans les ESRS, il y a un tableau récapitulatif des mesures de transition. Donc, c'est plutôt bien expliqué. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Est-ce que tu peux expliquer de quoi tu parles quand tu parles de scope 1, 2 et 3? Ah oui, pardon. Donc ça, ce sont ces vocabulaires qu'on utilise lorsqu'on fait référence aux émissions de gaz à effet de serre d'une entreprise. Donc gaz à effet de serre, on parle très souvent en équivalent carbone. Donc on raisonne en tonnes d'équivalent carbone qui sont émises par l'entreprise. Et quand on parle du scope 1, on est vraiment sur les émissions directement liées aux activités de l'entreprise. Le scope 2, c'est les émissions qui sont liées à la consommation d'énergie à l'échelle de l'entreprise. Et le scope 3, ce sont les émissions liées à la chaîne de valeur. Donc en fait, quand on parle d'émissions scope 3 de gaz à effet de serre, ce sont les émissions qui sont notamment liées au transport, les émissions qui sont notamment liées à l'extraction des matières premières, à la fabrication par des sous-traitants, à la consommation des produits. Un exemple, c'est que côté Airbus, la consommation de carburant par les avions, ça va être du scope 3, puisque c'est de l'utilisation du produit, c'est pas dans leur périmètre d'activité directe. Ok, et je pense qu'on va finir par cette dernière question, vu le temps imparti. Les établissements du secteur médico-social et sanitaire, qu'ils soient privés ou publics, sont-ils soumis à cette directive? Si oui, devrons-nous prendre en considération tous les ESRS? La distinction, elle va vraiment être faite sur le statut de l'entreprise. Donc, si vous rentrez dans le cadre de la directive comptable, et si vous êtes dans les critères que j'ai énoncés, les établissements, effectivement, du secteur médico-social sanitaire vont rentrer dedans. Peut-être un élément, c'est que quand on est sur du médico-social, on a quand même pas mal d'associations. Donc, pour l'instant, les associations ne sont pas comprises dans le périmètre d'application de la CSRD. Et dans les projets de transposition auxquels j'ai pu avoir accès, ils n'étaient pas non plus comprises, n'étaient pas non plus éligibles. Mais sinon, sur les autres, si on est sur des sociétés classiques, SA, SAS ou autres, on va être effectivement compris. Et dans ce cadre-là, l'idée, c'est que l'analyse de matérialité permettra de choisir les ESRS que vous devrez prendre en compte, que ces entreprises-là devront prendre en compte. Moi, je pense que pour des établissements de ce type-là, on va naturellement avoir une vigilance particulièrement élevée sur la partie utilisateur, consommateur finaux, sur la partie sociale aussi, et peut-être que sur la partie fournisseur, ce sera un petit peu moins important, un peu moins critique. Mais il faut vraiment se dire que c'est l'analyse de matérialité qui va primer. Et peut-être une dernière question, je vois aussi sur les ESRS sectoriels. ESRS sectoriels, ils étaient censés commencer à apparaître à partir là du quatrième trimestre 2023. Ils ont été dépriorisés à l'échelle de l'Union européenne pour que les entreprises en fait puissent concentrer les ressources nécessaires à l'application d'abord des ESRS qui sont valables pour tout le monde. Donc pour l'instant, on a assez peu d'informations sur les ESRS sectoriels. On sait simplement qu'ils vont paraître normalement sur 5 ans à partir de 2024. Sur la partie matérialité, je pense que l'intérêt de ces ESRS-là sera de donner des informations sur la matérialité à l'échelle du secteur. Dire que des ESRS qui sont valables pour le secteur de l'agroalimentaire, par exemple, ça va donner des indications en disant, voilà, pour l'agroalimentaire, on attend une vigilance particulière sur tel ESRS. Normalement, on n'a pas d'exercice de matérialité complémentaire à réaliser. Merci en tout cas à tous et toutes pour vos questions et pour votre présence aujourd'hui. Ouais, merci beaucoup. Et on vous enverra du coup la présentation. Je vous transmettrai aussi les ESRS en français, comme ça vous les avez. Voilà, et n'hésitez pas. Bon courage. Bon courage. J'espère que ça va, que c'était assez clair. Et je vous souhaite une très très bonne journée. Bonne journée à tous et merci encore.